Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Jonathan Solomon. Comment vas-tu, Jonathan? Bonjour Jean, écoute, je vais très bien, merci. Et puis merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. C'est vraiment un honneur. On était impatients de t'avoir sur le podcast. On avait déjà pas mal échangé avant et maintenant on t'a enfin sur le podcast. On va pouvoir échanger autour de tout ce que tu fais. Donc, on sait que tu es cofondateur et co-CEO de Aria. Donc, tu vas nous expliquer aussi ce que veut dire Aria, parce qu'on sait qu'il y a un nom derrière Aria. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Exactement. Moi, la première question que je me pose, Jonathan, derrière ce parcours et ce que tu es en train de faire, est-ce que tu peux justement nous expliquer comment tu en es venu à l'écosystème Web3? Qu'est-ce que tu as fait avant pour arriver jusqu'à cette super idée de développer Aria? Parce que c'est quand même une boîte formidable. J'imagine que tu as un background. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute, je vais t'expliquer d'où je viens. Moi, je viens de la finance traditionnelle. J'ai été trader action pendant Ok. 15 ans. Wow. Et je suis tombé dans la marmite de la crypto en 2017, au moment où le Bitcoin explosait, au moment de la bulle des ICO. Et c'est là que j'ai vu le potentiel de ce marché, de cette technologie, et du côté technologique et du côté finance et comment dire, investissement. Et il y a 2 ans, j'ai quitté la finance traditionnelle pour monter un fonds d'investissement crypto. Donc, Wow. je remets un peu le contexte. On est post-Luna, post-FTX. Le marché s'est effondré, le Bitcoin vaut 17 000 dollars et moi, je vais lever des fonds auprès d'investisseurs pour leur créer un portefeuille crypto. Une fois chose faite, j'arrive devant mes plateformes de trading et puis l'ambiance, elle est encore un petit peu, comment dire, Morose. il y a encore, ouais, exactement, un peu morose. Et puis il y a encore ce côté où cette peur ambiante, si tu veux. Post-FTX, c'est qui le prochain qui va tomber? Et puis là, je me dis, je me suis constitué un portefeuille d'une vingtaine de cryptos dans lequel investir les fonds de mes investisseurs. Et puis là, je me dis, mais attends, je vais être honnête avec moi-même et puis je vais être honnête avec mes investisseurs surtout. Ben, je m'apprête à investir en fait sur des cryptos que je connais pas. Alors, ok, ouais, c'est les plus grosses, c'est les plus capitalisées, c'est celles c'est les plus connues, hein, les Solana, Polkadot, Ethereum, etc. Mais en réalité, je les connais pas vraiment. J'ai pas la certitude que dans mon portefeuille, j'ai pas le prochain FTX. Et donc, c'est là que je me suis plongé dans la recherche. J'ai lu leur white paper, un enfer. Je suis allé chercher les data on-chain, les data off-chain, les news, les charts. Je me suis retrouvé avec 15 abonnements chez 15 providers différents et dans un monde où je me suis retrouvé face à un jargon en fait très tech. Et moi, je viens de la finance et j'ai pas du tout ce background tech. Donc, ça a été quand même relativement compliqué pour moi de comprendre tout ça. Mais à côté de ça, je me Ok. sentais besoin de comprendre ce marché et de comprendre les cryptos avant d'investir dedans. Et puis, c'est là que je me suis dit, écoute, il y a, à ce moment-là, il y avait 450 millions de détenteurs crypto dans le monde. Je me suis dit, je ne dois pas être le seul dans cette situation. Est-ce que je suis vraiment le seul j'étais vraiment le seul à pas avoir mis la tête dans les white papers, dans toutes ces datas, à avoir vraiment creusé derrière les cryptos? Et ben, il se trouve que non. Euh, Puisque à ce moment-là, 2 tiers des investisseurs disaient qu'ils n'avaient pas les informations nécessaires pour prendre des bonnes décisions d'investissement en crypto. Ah ouais. Ok. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que partout où j'allais, la crypto était catégorisée par market cap. Alors, c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. La seule chose, c'est qu'en tant qu'investisseur, disons un petit peu conservateur, je vais me dire, OK, pour prendre le moins de risques possible, je vais investir sur les quelques 5 ou 10 cryptos les plus grosses. Comme ça, c'est les plus grosses, je suis tranquille, j'ai géré mon risque. Or, en réalité, c'est complètement faux, puisque à cette époque, on a vu tomber Luna et FTX, qui étaient la 7e et la 10e plus grosse crypto du marché, et les deux se sont effondrés en 24 heures. Donc, en fait, on ne peut pas juste se fier à la market cap Totalement. pour le risque. Et donc, c'est de là qu'est né Aria. Waouh! OK, ouais, donc on voit, mais souvent, c'est la création d'une société via d'une douleur. Donc on voit que pour toi, il y avait, entre guillemets, une douleur, il y avait des choses que tu ne pouvais pas analyser et tu t'es dit: «Mais c'est pas possible, il y a un gros manque dans le marché, comment je vais faire pour le combler?»
Et c'est là où tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma motivation et comment je vais pouvoir me positionner sur ce marché qui commence à être grandissant, mais où il y a encore justement beaucoup de manque. Et du coup, t'en es venu à cette idée. Mais c'est incroyable. C'est vraiment fou comme les gens peuvent avoir des idées parfois qui sont un peu complètement révolutionnaires parce que tu arrives, tu dis, OK, il y a un problème, j'y vais à fond. Et quand tu as commencé à développer Aria, donc cofonder Aria, est-ce que directement il y a des gens qui t'ont suivi dans le train ou il y a des gens qui t'ont dit, parce que souvent c'est le cas qu'on est entrepreneur, non, t'es fou, va pas là-dedans, c'est la folie, c'est les cryptos, c'est spéculatif, c'est Ponzi. Comment les gens autour de toi, ils ont réagi? Alors écoute, je suis allé chercher mes deux autres cofondateurs. Ok, Johan, avec qui je travaillais déjà dans la finance traditionnelle, qui est un docteur en finance quantitative et data science, waouh, qui a lui aussi 15 ans d'expérience en finance traditionnelle. Et Anastasia, qui, elle, est data scientist aussi et qui était dans l'équipe de market making de chez Revolut. waouh, ok. Euh, Passionnée de crypto, elle aussi. Donc, en fait, quand je suis allé les chercher les deux et que je leur ai parlé du projet, ils ont tout de suite répondu présent. Et à nous trois, on a monté Aria. Aria, où on s'est en réalité inspiré de la finance traditionnelle et on a adapté ça au marché crypto pour répondre aux problèmes dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Ok, incroyable. Donc eux, ils étaient aussi comme toi à la base de la finance. Est-ce qu'ils connaissaient un petit peu les cryptos ou ils t'ont suivi sur la confiance? Il connaissait un peu les cryptos. Anastasia connaissait bien le monde de la crypto pour le coup. Johan, beaucoup plus le monde de la tech et de la finance. Mais pour le coup, ça fait un bon mix puisqu'on a une équipe aujourd'hui voilà, qui est entre la tech, la finance, la crypto, chacun ses spécialités. Et pour le coup, ça reste un marché, la crypto, ça reste un marché passionnant. Donc les deux m'ont suivi tout de suite. Waouh, impressionnant. Bah, impressionnant, félicitations à toi vraiment parce que bon, moi je sais ce que c'est qu'Aria, j'ai travaillé le sujet, je vois vraiment ce que c'est et c'est vraiment une boîte qui est juste formidable. Et donc vraiment bravo pour ton travail et d'avoir eu le courage et la force nécessaire d'aller sur cet écosystème avec des ambitions et avec vraiment une motivation derrière une douleur. Et maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je pense que les gens, on les a teasés et maintenant ils se disent, OK, mais c'est quoi Aria? Parce qu'il y a beaucoup de Alors, gens qui te connaissent, il y en a encore qui ont besoin ouais. de connaître. Donc, est-ce que tu peux nous dire, tout simplement, quel est votre cœur d'activité? Alors, Aria, justement, Aria, c'est pour commencer une plateforme d'analyse de données financières où on a répondu au premier problème en disant les investisseurs ont besoin d'informations solides pour prendre leurs décisions d'investissement. Donc, dans cette plateforme, on a mis tous les outils dont les investisseurs crypto ont besoin pour prendre leurs décisions d'investissement. Donc, on Ok, a par exemple un agrégateur de news où on agrège plus de 50 sources d'informations. On a un outil graphique pour l'analyse technique. On a une cryptopédia, une encyclopédie crypto où on a vulgarisé la description de chaque crypto. Et quand je dis vulgariser, c'est vraiment on l'a vulgarisé parce que en génial. réalité, il y a une chose qu'on a trouvée très importante dans, dans, dans ce milieu, dans cet univers, c'est qu'il y a deux grandes familles dans l'univers de la crypto. Il y a les tech et les financiers. Et pour le coup, ben, les deux doivent communiquer, mais ne se comprennent pas vraiment. Comme je te disais, je suis tombé sur un jargon tech en tant que financier, je ne comprenais pas du tout. Et j'ai peu de doutes sur le fait que des personnes avec un background tech se retrouvent face à des ratios financiers et des datas financières qui ne comprennent pas non plus. Donc en fait, ce qu'on Ah, a voulu totalement. faire, c'est vraiment vulgariser tout ce monde et le rendre compréhensible pour tout le monde. Et le but étant de faire de la crypto un actif légitime d'investissement. Et en fait, je considère que un investissement n'est pas légitime si tu ne comprends pas dans quoi tu investis. Donc en fait, on a cette cryptopédia où on rend compréhensible, j'ai envie de dire, le monde du Web3 et compréhensible pour tout le monde, pour le coup. On a un agrégateur de portefeuille où là, tu vas Ok, pouvoir agréger tous tes portefeuilles d'exchange centralisés et le voir sur un seul portefeuille chez Aria.
un simulateur de portefeuille, une boîte à outils d'analytics financière. Donc voilà, on a plein de produits en fait sur une plateforme qu'on a centralisée, comme quoi la centralisation parfois ça a du bon. Donc sur une plateforme, on a centralisé tous ces produits pour permettre aux investisseurs crypto d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions d'investissement. Ça, c'est la première partie du projet et en fait le cœur du projet d'ARIA. ARIA pour Algorithmic Rating and Investment Analysis. Et pourquoi je le dis maintenant? Parce que Algorithmic Ratings, on a créé une agence de notation crypto. Waouh, mais c'est la première. Alors, plus ou moins, je ne vais pas dire qu'on est les premiers, mais la façon dont on le fait, oui, on est les premiers à le faire comme ça. Incroyable. On utilise aujourd'hui plus de 35 métriques pour noter toutes les crypto-monnaies au-dessus de 500 millions de dollars de market cap. Wow. Et on note des catégories qui sont propres à la crypto. On note leur tokenomics, leur risque de sécurité et de régulation, leur gouvernance, l'adoption et certains indicateurs de performance. Donc voilà, 35 métriques sur ces 5 catégories pour donner une note à chaque crypto-monnaie qui va du triple A au junk. Donc on a gardé quand même les standards de la finance traditionnelle et pour donner aux utilisateurs une vision globale de chaque crypto sans qu'ils aient besoin de passer par tout là où je suis passé, c'est-à-dire toutes les analyses, toutes les data on-chain, off-chain, les white papers, etc. On a tout regroupé dans cette méthodologie de rating. Mais c'est super impressionnant parce que ça correspond tellement à un besoin du marché. Toi, tu viens de la finance, je connais aussi pas mal la finance, et c'est vrai que dès que tu vas investir en bourse ou dans tout l'écosystème financier, il y a des agences de notation en fait. Dès que tu veux travailler, tu as des agences de notation effectivement qui vont du triple A. Alors elles ont été décriées notamment dans les périodes de 2007. On connaît tous le crack lié notamment aux agences de notation. Mais c'est un vrai besoin du marché. C'est même une obligation dans beaucoup de cas. Et pour l'instant, dans l'écosystème crypto, il n'y en avait pas. Et en plus, les gens ont effectivement ce besoin. Ils ont cette douleur de « Ok, je ne peux pas me fier seulement à la valeur du marché. Je ne peux pas me fier seulement au nombre d'utilisateurs de cette crypto. » Tu l'as très bien dit. FTX en est vraiment la preuve. Terra aussi, Terra Luna. Comment je vais faire? Et en fait, l'agence de notation, c'est tellement incroyable. Enfin, c'est une super bonne idée. C'est vraiment un gros manque actuellement qu'il y a sur le marché. C'est fou. Et tu as cofondé ça en quelle année? On a commencé à travailler dessus il y a à peu près 9-10 mois. Oui, c'est ça, il y a 9 mois. Il y a 9 mois qu'on a commencé à travailler dessus. Et la plateforme sort alors au moment où on enregistre la semaine prochaine, au moment où on sera diffusé, je ne sais pas. Mais pour le coup, voilà, on est à l'aube de la naissance d'Aria. Et écoute, j'espère que tu as raison et qu'il y a vraiment ce besoin dans le marché. Nous, on en a vraiment l'impression pour le coup. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'amener, c'est un standard de risque dans ce marché sur lequel les utilisateurs, les investisseurs vont pouvoir se reposer pour investir en crypto. Tout ce que vous avez fait avec tes cofondateurs en 9 mois, c'est incroyable. En tant qu'entrepreneur, je sais qu'en 9 mois, tu peux faire énormément de choses, mais tu n'as pas tout le temps autant de résultats. Donc là, tout ce que tu as fait en 9 mois, c'est juste formidable. Vraiment, bravo à toi. Et oui, ça va forcément correspondre à un besoin. Le retail ne connaît pas trop encore ce qu'est agence de notation, mais ils vont apprendre à le connaître, ils vont apprendre à l'utiliser. Par contre, tout ce qui est vraie entreprise, tout ce qui est les grosses sociétés d'investissement, banques d'investissement, tout le professionnel qui va commencer à arriver sur ce marché des cryptos, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller voir les agences de notation. Mais ça correspond tellement à un besoin. Ils ne savent pas prendre de risques sans regarder les agences de notation parce qu'ils investissent de l'argent qui n'est souvent pas le leur. Et donc, du coup, ils doivent après expliquer à leur board ou à leur supérieur pourquoi ils ont pris ce risque, pourquoi ils ont investi là-dedans. Et actuellement, il n'y a pas d'agence de notation justement qui leur permettent de dire oui, mais regardez, c'était du triple A ou j'ai pris ce risque-là
pour telle ou telle raison, et ça va être vraiment une super force. Tu n'as pas genre une pression qui va monter parce que du coup, il y a des gens qui vont se dire, OK, il y a un système de notation, donc toi, tu vas mettre ça en avant, mais ça ne te met pas plus de pression, toi, en te disant, OK, il y a des gens qui vont aussi un petit peu comprendre ce que moi j'analyse avec ma société. Alors, c'est un algorithme, mais du coup, ça ne va pas mettre de la pression un petit peu sur Aria. Comment tu le ressens par rapport à ça? Alors, pression, bah non, ça va, on n'a pas trop de pression aujourd'hui. OK. Mais pour le coup, oui, on sent on sent bah, que ces choses-là vont. Enfin, il y a un sentiment où ça va reposer sur nous, effectivement. Ce côté risque, standard de risque, ça va reposer sur nous. Donc oui, on sait que il faut que les choses soient bien faites. Tellement. Là pour le coup, j'ai une équipe qui s'est occupée de gérer ça avec moi, qui a vraiment été incroyable pendant ces 9 mois. On a monté une méthodologie de rating qu'on a éprouvée pendant 9 mois sur une centaine de tokens. Pendant ces 9 mois, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans le marché. Donc nous, en interne, on a eu le temps d'éprouver cette méthodologie et de s'assurer qu'elle était solide, qu'elle était et puis qu'elle répondait vraiment à ce besoin, qu'elle donnait vraiment une note légitime pour chaque token, même si parfois on a l'impression qu'ils sont trop bien notés ou trop mal notés par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on s'attendait. Et en réalité, tout a une explication et tout s'explique. Donc là-dessus, on est franchement serein. Ce qu'on espère, c'est vraiment apporter au marché, apporter à nos utilisateurs, comme je te Tellement. disais, ce standard de risque sur lequel ils vont pouvoir se reposer. Et Et tu parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé en 2008 dans la finance traditionnelle. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle on a voulu algorithmiser euh, ce, cette méthodologie de rating pour qu'il n'y ait aucune intervention humaine dedans. ouais, c'est Que intelligent. voilà, toutes les données sont récupérées par API. On ne se sert que de données publiques. Et ces données sont traitées par un algorithme, donc basé sur une méthodologie propriétaire, sont traitées par un algorithme et les notes sortent, donc comme je disais, voilà, sans possibilité d'intervention humaine. Donc à aucun moment un projet peut nous appeler pour nous dire on n'est pas assez bien noté, notez-nous mieux ou on s'arrange, vous inquiétez pas. Impossible. C'est mort. C'est fait par un algorithme sans intervention humaine. Mais Et justement, justement, c'était. pour ne pas reproduire la même chose que ce qui a été fait à l'époque dans la finance traditionnelle. Et ça prouve une fois de plus que le marché crypto a aussi ses avantages par rapport à la finance traditionnelle. Yes, alors pour les gens qui ne savent pas, effectivement, en 2007-2008, plutôt 2008, il y a eu la crise des subprimes que tout le monde a entendu. C'était des investissements qui étaient plus ou moins risqués avec des agences de notation qui étaient payées plus ou moins ou qui trafiquaient un peu les résultats. Du coup, tout le monde était en triple B ou en triple A, pardon, avec des trucs ultra pourris dedans. Et du coup, tout le monde a investi là-dedans. Puis le jour où ça a planté, bah, ça fait planter tout le marché. Et justement, c'était, Jonathan, une de mes questions qui allait venir. Et c'est bien fait parce que tu l'as dit. Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'il n'y a pas des gens qui vont t'appeler, qui vont dire Jonathan, écoute, là, franchement, notre note, elle n'est pas top. Du coup, on n'a pas trop d'investisseurs. Comment on fait? Bah non, c'est un algorithme, les gars, c'est mort. Nous, on n'a pas la main là-dessus. Et c'est tellement, tellement fort parce que tu vas aller lier une douleur, mais aussi un stress, mais aussi une inquiétude, mais aussi toutes les erreurs qu'il y a eu dans le marché. Toi, tu prends tout et tu dis j'ai la solution à tout ça. C'est juste C'est formidable. c'est exactement ce qu'on a essayé de faire pour le coup. C'est Et exactement c'est ça. trop bien. Ah, c'est trop bien parce que moi, voilà, comme je le disais, je viens aussi beaucoup de la finance. Et quand j'ai commencé le secteur Web3, alors j'ai pas forcément commencé dans les cryptos à la base, mais quand j'ai essayé de comprendre les cryptos, bah, j'y comprenais pas parce que la première chose qu'on t'explique dans le Web3, c'est toute la partie tech. Mais quelque part, moi, en tant que financier, ou dans le monde des finances, j'ai pas forcément envie de comprendre la partie tech. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus et c'est compliqué à comprendre. Chacun son métier. Et là, bah, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Bah, en fait, je vais tout simplement utiliser Aria et puis je vais suivre mes investissements par rapport à rien. Non, mais c'est juste formidable. Mais ouais, c'est juste formidable. Bravo vraiment pour cette idée, c'est formidable. Mais je te remercie beaucoup et puis pour tous tes encouragements aussi. Ouais, non, bah force à vous parce que dans tous les cas, enfin, ça peut que exploser et c'est tellement enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un gros,
grosse douleur chez moi, c'était cette partie analyse. Donc maintenant, avec ça, franchement, il n'y a pas de, il y a pas de, bah, Eh ben, il y a plus ouais, d'excuses en ouais. fait. Écoute, ouais, ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, je te remercie. vous êtes en phase de levée de fonds, vous levez des fonds? Parce que du coup, tu as dit que vous alliez. Donc, quelle est la date exacte où tu vas mettre online le Aria? Alors, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est en période de pré-sale. Donc, on a une waiting list qui est ouverte où les gens peuvent s'inscrire et vont pouvoir Super. rentrer à partir du 1er mai dans la pre-sale Ok. et pouvoir souscrire à la plateforme Aria avec des discounts jusqu'à 80%. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs Early Birds qui sont venus s'inscrire sur la waiting list. Et cette pre-sale va durer 2 semaines. Et après ces 2 semaines, la plateforme sera ouverte au public. Donc, mi-mai, la plateforme sera ouverte au public à prix public. Ok. Et ce qui est très important, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour le coup, on ne fait aucun conseil en investissement chez Aria. Et pour savoir bien utiliser ce côté standard de risque et agence de notation, c'est de dire que c'est pas parce qu'un projet va être noté AAA ou qu'il faut l'acheter ou junk qu'il faut le Ouais, vendre. C'est vraiment ce qu'on totalement. essaye d'apporter, c'est ce côté standard de risque, dépendamment de votre profil de risque, du profil de risque des utilisateurs. Est-ce que je suis un investisseur plus conservateur, alors je vais me diriger vers du AA, AAA. Est-ce que je suis un investisseur plus spéculatif et je vais me diriger vers des tokens plus spéculatifs? Il n'empêche qu'il pourrait être très spéculatif et monter. On l'a vu dans la crypto, on le voit souvent dans la crypto, mais au moins, je me constitue un portefeuille basé sur mon profil de risque. C'est impressionnant. Et est-ce que vous utilisez, parce que c'est le mot un peu à la mode en ce moment, est-ce que vous utilisez une IA pour aussi faciliter votre algorithme ou c'est vraiment une tech que vous avez complètement développée en interne? Alors, c'est une tech qu'on a développée complètement en interne. Ok. On utilise de l'IA sur d'autres produits. En l'occurrence, on a un simulateur de portefeuille euh, qui permet aux utilisateurs de se simuler un portefeuille basé sur des statistiques passées et de l'IA en fonction de son profil de risque. Donc là, en tant qu'utilisateur, je vais venir sur ce produit, je vais définir mon profil de risque, ou en tout cas donner mon profil de risque. Donc, je suis un investisseur plutôt spéculateur, plutôt neutre ou plutôt conservateur. Donc, je vais choisir un des trois profils. Basé sur ce profil, le, le portfolio simulator va me faire une simulation de portefeuille qui me correspond. Alors, ce n'est pas forcément le portefeuille qui fera la plus grosse performance, mais c'est celui qui correspondra le Ok, mieux à ok. mon profil de risque. Au Et scope donc, d'investissement. voilà. Donc, ce portfolio simulator va pouvoir nous proposer un portefeuille ou faire un audit de ton portefeuille actuel. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on a déjà des portefeuilles crypto qu'on détient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et la vraie question, c'est est-ce que ce portefeuille nous correspond en tant qu'investisseur spéculateur ou investisseur conservateur, comme je dirais. Est-ce que ce portefeuille correspond à notre profil de risque, en fait? Et donc là, on va pouvoir faire un audit de nos portefeuilles. Et dans ce produit, c'est pour ça que j'en parlais, dans ce produit, il y a une intelligence artificielle qui aide à définir la simulation. Ah, c'est super intéressant. Et quel défi vous avez eu à relever pendant toute cette période de développement? Parce que j'imagine que ça devait être pas forcément facile. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés durant cette période? Alors, disons que le plus gros défi, qui n'a pas été un frein, mais qui était un petit peu la pierre angulaire de ce projet, ça a été de créer cette méthodologie de rating. Ah, bah oui. Donc de trouver un maximum de comment dire, un maximum de métriques pour diversifier le risque et dire on ne se base pas que sur 2 ou 3 métriques et puis s'il y en a une qui bouge, tout d'un coup la note du token se met à exploser. Pas du tout. On essaye d'éviter la volatilité, on essaye de rendre le rating
le plus légitime possible. Et pour ça, le but, c'était d'utiliser un maximum de métriques, de savoir, de les trouver. Une fois les avoir trouvés, de savoir les assembler ensemble. Et de savoir, à partir de là, créer une méthodologie qui va correspondre à tous les tokens et à toutes les catégories de tokens. Les blockchains, les meme coins, les tokens DeFi, les tokens de métaverse, donc qui ont chacun, en fait, en réalité, des caractéristiques différentes. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec ce rating, c'est de créer un standard pour tous ces tokens et donc de les rendre comparables. Donc, le vrai défi de tout ça, ça a été de créer cette méthodologie de rating et ensuite, effectivement, de la tester, de l'éprouver. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est très important de faire en sorte que les utilisateurs puissent demain se reposer sur ce standard en toute confiance, Ok. sachant que… Donc, pardon, je t'ai coupé. Non, Sachant. voilà, donc, non, ouais, donc ils vont pouvoir se reposer là-dessus en toute confiance, sachant que c'est une méthodologie qui a été déjà éprouvée et sur lequel il y a énormément de métriques et sur lequel on a vraiment énormément travaillé et on va continuer à travailler pour le coup. Et ce qui est très important, c'est que cette méthodologie, on la rend publique. Alors, sans donner la recette magique, on va rendre public toutes les métriques qu'on utilise et Ah, pourquoi on ok. les utilise et comment on les utilise. Comment? Wow, Voilà. bravo. Ah ouais, donc Donc en c'est fait, ultra transparent. on donne pas la recette, mais on donne tous les ingrédients pour que les utilisateurs puissent comprendre comment est-ce qu'on a noté ces tokens et pourquoi est-ce que ces tokens sont bien ou moins bien notés. Alors là, j'ai deux questions qui viennent, mais la première, c'est que du coup, tu me donnes tellement envie d'aller utiliser Aria. Comment ça se passe? Je dois aller sur le site internet, je dois télécharger une application. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Parce qu'au moment où le podcast va sortir, Aria sera vraiment au début et je pense qu'on va le sortir vraiment au moment où vous allez démarrer, donc peut-être le 1er mai par là. Donc du coup, les personnes qui nous écoutent, Aria existe, ça fonctionne et Jonathan va nous expliquer comment on fait pour l'utiliser. Alors, c'est très simple. Aria, c'est une plateforme web. Donc, ça part de notre site Aria, donc www.aria-crypto.com. Et puis, de là, on peut lancer l'application. Génial. Donc, il va y avoir 3 abonnements. Un freemium, évidemment, pour pouvoir aller parcourir un petit Comprendre et peu la tout. plateforme gratuitement et voir comment ça se passe. Il y a une offre light et une offre premium. Donc après, ça va dépendre des accès à l'intérieur de la plateforme. Et à partir de là, on va pouvoir accéder à tous les produits que j'ai déjà décrits et à l'agence de notation qui sera à l'intérieur de cette plateforme web. Et vous allez lister combien de crypto dans un premier temps? Alors, on note toutes les cryptos au-dessus de 500 millions de dollars de market cap. Toutes. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de cryptos qui sont listés sur la plateforme. C'est énorme. Et à partir de maintenant, dès qu'une crypto touche 500 millions de dollars de market cap, elle est automatiquement rentrée dans l'algorithme. Les données, toutes ces datas sont récupérées et cette crypto est notée à vie. Donc, même si elle redescend en dessous de 500 millions de dollars de market cap, elle continue à être notée. L'essentiel, c'est qu'à un moment dans sa vie, elle ait touché 500 millions de dollars de market cap. Ouais, très intéressant. Ça permet que si tout simplement en bear market, elle redescend légèrement, elle soit toujours listée. C'est pas, elle se déconnecte et ce qui fait qu'en gros, on perd pas en la traçabilité de cette. Ok, et ça, de cette crypto, c'est très intéressant. Et donc, du coup, ça fait une centaine, mais pour l'instant, c'est vraiment 100, puis ça va au fur et à mesure grandir s'il y a d'autres qui arrivent. C'est assez impressionnant. Et donc, du coup, si demain je veux utiliser, je vais sur le site internet, je prends soit un abonnement gratuit, soit un abonnement payant, et j'ai accès à vraiment un visuel là-dessus qui va justement permettre
d'éviter de peut-être prendre des risques inconsidérés, parce qu'on sait que beaucoup de gens arrivent dans l'écosystème crypto et n'ont pas encore les connaissances nécessaires. Ça permet d'être un petit peu plus ouvert, un peu plus enfin, d'avoir la meilleure compréhension du marché, de la crypto dans laquelle on investit et d'avoir un système de notation. Et la partie transparence, mais elle est super importante parce que effectivement, tu dis, nous, on ne va pas donner la recette. Bah oui, c'est normal, personne ne donne la recette du Coca-Cola. Par contre, on explique un petit peu les ingrédients plus ou moins, ce qui permet aux gens quand même de voir que c'est pas juste on utilise des algos, mais vous ne savez pas quels sont les algos, c'est on utilise des algos et en plus on est transparent là-dessus. C'est vraiment super important. Et tu as déjà des gens qui t'ont approché en te disant Jonathan, on sait ce que tu es en train de faire. Je sais pas, je suis une grosse société, je suis une banque, je vais travailler avec vous. Ou pour l'instant, vous dites non, on attend un petit peu, on n'est encore pas on. Parce que du coup, dès que ça va sortir, il y a tout le monde qui va t'appeler. Alors, mais j'espère déjà. J'imagine. Oui, alors je peux pas donner de nom encore, mais oui, on parle déjà des gros acteurs, finances traditionnelles et crypto-finance pour utiliser Aria. Alors, chacun dans son domaine, certains pour l'agrégateur de news, certains pour l'agence de notation, certains pour le côté analytics. C'est pour ça qu'on est très content des produits qu'on a mis là-dedans parce qu'on se rend compte qu'on répond à pas mal de problèmes, en tout cas aux problèmes de beaucoup de personnes. Donc chacun arrive à voir son intérêt dans la plateforme, le fait d'avoir mis plusieurs produits. Mais oui, on est assez content de l'attraction qu'on a en ce moment, même pre-launch sur des gros acteurs de finances traditionnelles et de crypto-finance. Ouais. Très, très, très intéressant. On parlait juste au début du podcast que moi, personnellement, je ne connais pas d'autres agences de notation dans l'écosystème crypto. Tu dis oui, effectivement, il y en a deux, trois, mais pas forcément au même seuil de ce que l'on fait ou de la même manière. Justement, qu'est-ce qui te différencie des acteurs actuels, sans donner leur nom, parce que ce n'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui te différencie de justement, qu'est-ce qui fait que tu as quelque chose de différent et de supplémentaire? Peut-être la transparence. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, il y a deux, trois choses. D'abord, il y a alors je ne sais pas si on peut les catégoriser d'agences de notation, mais en tout cas, il y a quelques projets qui font de la notation crypto, mais généralement, c'est de la notation sur une catégorie. Donc, ils sont spécialisés soit sur la tokenomics, soit sur le risque de sécurité, par exemple, soit sur la gouvernance. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est réunir toutes ces catégories et noter la vision d'ensemble, une vision d'ensemble de chaque crypto. Deuxièmement, il y a le côté algorithmique qui est très important chez nous et qui fait qu'il n'y a aucune intervention humaine et que les notations peuvent être mises à jour régulièrement. Et en l'occurrence, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que chez nous, les notations sont mises à jour quotidiennement. Donc, sans qu'il y ait forcément une volatilité dans les notes, tous les jours, l'algorithme va récupérer les datas de la centaine de cryptos qu'on note aujourd'hui pour lui redonner une note quotidiennement. Et donc ça, c'est ce qui nous différencie des autres ça fait beaucoup de agences choses. de notation. Voilà. Et le fait d'utiliser autant de métriques. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux dire qu'on est la seule agence de notation crypto à utiliser plus de 35 métriques pour noter chaque crypto. Et sur toutes ces catégories, encore une fois. Ouais, effectivement, je pense que ouais, effectivement, mais on voit qu'il y a vraiment une approche unique derrière avec une vision de faire quelque chose qui ne se fait pas encore. Et on voit vraiment que tu viens du secteur où justement on utilise l'agence de notation. Donc tu es arrivé directement avec ce qui marche déjà. Tu t'es dit, je ne vais pas réinventer la roue, je vais faire ce qui marche et je vais le faire en mieux et je vais le faire pour le secteur des cryptos. Donc on voit vraiment que tu es allé avec une vision de dire, bon, ok, je vais solutionner tout ça et c'est vraiment très intéressant. Et justement, un algorithme, pour les gens qui ne connaissent pas trop ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne un algorithme? Est-ce que tu peux, moi personnellement, qui ne suis pas de la tech, et je pense qu'il y en a d'autres qui nous écoutent qui ne sont pas de la tech, comment fonctionne un petit peu un algorithme pour justement nous sortir les meilleures notes? Alors, l'algorithme, en fait, ce qu'il fait, c'est rendre automatique une méthodologie qu'on a définie au départ. Donc, nous, comme je te disais, on a défini ces 35 métriques, on a décidé de les utiliser,
on a décidé de la façon dont on allait les faire interagir entre elles. Donc, ça, c'est la méthodologie qui a été créée par des humains, par nous, par notre expertise. Et en fait, cette méthodologie, on a voulu la rendre automatique et dire, bon, on ne va pas pouvoir, nous, humains, tous les jours, aller vérifier sur tous les sites et tous nos data providers toutes ces informations et la traiter et en sortir une note. Il va falloir faire ça de façon automatique. Donc, c'est là qu'on a créé un algorithme qui va répliquer cette méthodologie de façon automatique. Donc, on va se connecter à plusieurs data providers pour récupérer les informations, les fameuses 35 métriques, pour récupérer ces 35 métriques. Donc, ça se récupère de façon électronique, c'est traité électroniquement par l'algorithme. Et une fois traité, le résultat, c'est une note, encore une fois, qui va du AAA au junk. Et ça, c'est une opération qui est répétée tous les jours. Donc, le fait d'avoir algorithmisé cette méthodologie rend l'agence de notation, si tu veux, scalable. tellement. C'est pouvoir le faire tous les jours et pouvoir le faire sur 2, 50 ou 500 cryptos, c'est la même chose. Ouais, c'est ce comme qui nous si en permet gros on avait aujourd'hui une de personne qui rajouter. Voilà. analysait. Ouais, c'est ça, comme si on avait une personne tous les jours qui devait aller contrôler chaque crypto, analyser, faire des erreurs, peut-être pas être objectif. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et là, il y a l'objectivité, la transparence, l'automatisation, effectivement. Puis du coup, au fur et à mesure où tu as des cryptos, ça se rajoute. Là, automatiquement, tous les jours, c'est remis à jour. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait des cryptos qui un jour sont en AAA et le lendemain soient très, très basses? Comment ça se passe au niveau des notes? Bon, j'imagine que ça va dépendre de l'algorithme, mais il ne va pas y avoir énormément de changements quand même. Non, alors c'est ça, c'est très important. En réalité, il y a très peu de volatilité sur les Ouais. notes. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un triple A à un B ou à un spéculatif en 24 heures. Et ça, c'est grâce au fait qu'on ait décidé de prendre au moins 35 métriques, ou en tout cas un maximum de métriques, en disant, s'il y en a une ou deux qui bougent, ça va se fondre un petit peu dans toutes ces métriques. Donc, ce qui va permettre ce qui va nous permettre justement de solidifier ces notes et de dire, voilà, si je suis un triple A ou un double A, pour me faire descendre d'au moins une ou deux notes, il va falloir qu'il y ait plus qu'une ou deux métriques qui bougent. Donc, en réalité, il va falloir que fondamentalement, il y ait quelque chose qui est changé dans cette crypto. Ou alors, une métrique ou deux métriques qui ont un gros poids, qui ont des vrais poids d'importance dans ces projets et sur lequel il y aura des changements qui vont faire évoluer la note. Mais ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est diversifier toutes ces métriques pour solidifier les notes et éviter la volatilité de ces notes. Tout en donnant, voilà, pour donner une vraie légitimité à la note. Ouais, ça permet de niveler aussi, parce qu'effectivement, il y a des jours où il y a peut-être certaines choses qui vont baisser, mais ça serait dommage que tout baisse alors que le reste des sujets sont positifs. Donc effectivement, ça permet de niveler et c'est aussi très intelligent. Et quelque part, Aria va aider à l'éducation du marché. Non, tu peux nous dire peut-être un peu plus là-dessus, mais votre travail en même temps, ça va être, même si c'est pas une volonté à la base, ça va quelque part d'éduquer un petit peu l'écosystème. Exactement, exactement. Alors, il y a le côté agence de notation où effectivement, ce qu'on veut, c'est éduquer les investisseurs à ce côté standard de risque, à ce côté risque. Mais on a tout un pan d'éducation, comme je te disais au début du podcast, sur le côté vulgarisation. Et ça, c'est très important chez nous. On a voulu vulgariser donc la description de chaque crypto-monnaie pour la rendre compréhensible par des gens qui n'ont pas forcément un background tech. Parce que, encore une fois, je suis tombé sur ce problème de me dire, il y a des cryptos qui ont l'air super. Qu'est-ce qu'elles font? Je vais sur leur site internet, je vais lire leur white paper et je vais être très honnête, je comprends rien. Et il y en a, après analyse, après avoir vu leur site internet, après avoir lu leur white paper, après avoir lu tout ce que je pouvais lire dessus. Après 3 mois de travail. Ouais, franchement, je comprends toujours pas ce qu'ils font. Mais donc c'est là, voilà, c'est là qu'on a voulu intervenir et dire, OK,
moi, je suis dans la crypto depuis un moment. Donc, en fait, c'est un vocabulaire que, ça y est, j'ai commencé à adopter. Maîtriser, ouais. Mais, Mm. mais si je parle de ça, si je parle de ça à ma femme ou à ma mère, mais elles vont me prendre pour un extraterrestre, elles vont rien comprendre. Donc, dans quelle mesure, sans comprendre, elles vont pouvoir un jour investir là-dedans? Certainement. Ça me paraît impossible. Donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. C'est vulgariser tout, tout cet écosystème pour pouvoir le rendre compréhensible par tout le monde. Donc, on essaie d'utiliser des mots et des exemples le plus simples possible pour rendre cet écosystème, encore une fois, légitime en tant qu'investissement, donc compréhensible. Ça, c'est le côté tech qu'on a voulu vulgariser. Mais il y a aussi un côté finance. On donne pas mal de data financières qui sont intéressantes pour l'investisseur, mais qu'on comprend relativement bien en tant que financier, mais qu'en tant que retail ou que tech ou peu importe, quand on n'est pas financier, on peut avoir plus de mal à comprendre. Des ratios de chart, des ratios de Sortino, de la volatilité annualisée, plein d'autres ratios comme ça. Donc là, c'est la même chose. On explique qu'est-ce que c'est que ces ratios, à quoi ils servent et comment les interpréter. Encore une fois, on ne fait aucun conseil en investissement, mais notre but, c'est de prendre l'investisseur par la main et de lui dire, voilà, je t'ai mis toutes ces données, mais je n'ai pas fait que te les mettre. Je vais t'expliquer maintenant comment tu peux les interpréter pour pouvoir prendre tes décisions d'investissement. Super intelligent. Ouais, donc c'est vraiment, on voit que tout est pensé, il y a tout au même endroit. C'est limite dictionnaire, formation, protection, notation. Enfin, vraiment, il y a tout qui est au même endroit et c'est la meilleure solution pour pas faire d'erreur ou au moins d'être éclairé sur le sujet. Parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui ne sont pas éclairés. Il y a plein de gens qui disent ouais, bah, j'ai investi là-dedans parce qu'on m'a dit que ça allait faire x1000 ou je mets de l'argent ici parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup d'argent dedans. Mais ce n'est pas que ça. Il faut vraiment aller derrière. Et puis comprendre, analyser et tout, c'est un vrai métier. Donc autant aller directement sur une agence de notation. Parce que, OK, il va y avoir un abonnement. Certes, il y en a un qui est gratuit, il y en a deux qui sont payants, mais le temps qu'on économise, c'est affolant. Il y a le temps qu'on économise, il y a l'analyse qu'on économise, le risque qu'on minimise. Enfin, c'est impressionnant. Donc, franchement, je pense que payer un abonnement pour économiser du temps, de l'argent, éviter les risques, apprendre, se former, enfin, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Écoute, je te Bon, remercie. sauf si l'abonnement est 15 J'espère 000 que tout le euros monde va par mois, penser mais comme toi. j'imagine Ouais. que c'est pas ça. Oui, non, mais c'est sûr. Mais si je dis c'est cadeau seulement si l'abonnement n'est pas 15 000 euros par mois, et j'imagine bien que ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, peu importe combien c'est tellement cadeau. C'est super impressionnant. Non, non, ouais, ouais. Non, non, on a des abonnements, justement, on a voulu rendre les abonnements accessibles. Donc, on a un premier abonnement light à 19,99 € par mois et un Génial. abonnement premium à 149,99 € par mois. Et là, c'est pour le coup des investisseurs, des traders beaucoup plus actifs de Les pros. l'écosystème. Ouais, je Voilà, comprends. donc si tu veux, on a voulu rendre les abonnements, pour le coup, vraiment abordables au grand public. Et du coup, donc bon, on voit que l'abonnement, c'est vraiment, vraiment, vraiment cadeau, effectivement. Du coup, au niveau des analyses, c'est pas les sociétés, encore une fois, qui te donnent les chiffres à analyser. Encore une fois, tu vas récupérer seulement des informations qui sont publiques. On Exactement. est d'accord. On que des informations publiques. Et alors, pour le coup, les sociétés ne savent pas qu'on les note, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle. On n'a pas encore sorti la plateforme. Une crypto est notée à partir du moment où elle touche 500 millions de dollars de market cap. Et ça, c'est quelque chose qu'on a automatisé. Donc, on n'attend pas que les sociétés nous appellent pour demander à être notées ou nous, on ne les appelle pas pour les prévenir. Ah, ça y est, vous allez commencer à être noté. C'est officiel, c'est public. À partir de 500 millions de dollars de market cap, vous êtes noté par Aria. Et j'ai une question. Est-ce que on a le droit de noter tout et n'importe quoi? C'est-à-dire que si par exemple demain, bah, je ne sais pas, tu notes ETH et que ETH n'est pas valable sur la note, est-ce qu'ils ont le droit de t'interdire la notation?
Alors, a priori, non, ils n'ont pas le droit de m'interdire la D'accord. dotation. Ils ont le droit de grogner s'ils sont, s'ils sont pas OK avec la façon dont ça se passe. Et c'est pour ça qu'on insiste encore une fois sur le côté Liberté. méthodologie et le fait de la rendre publique, c'est de pouvoir expliquer au projet pourquoi est-ce qu'ils ont cette note et comment est-ce qu'ils peuvent l'améliorer. Ah oui, c'est bien. Voilà, donc il y a encore une fois, il y a vraiment un côté transparence et pour les utilisateurs et pour les projets, pour leur dire voilà, bah, vous êtes noté comme ça parce que votre tokenomics c'est comme ça, parce que votre décentralisation, parce que vous n'êtes pas assez décentralisé, parce que votre code, vos smart contracts n'ont pas été audités, parce que si, parce que ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez été moins bien noté. Et voilà ce que vous pouvez faire pour améliorer votre note. Ah, donc en fait, c'est double sens. Tu aides les utilisateurs, mais tu aides aussi les fondateurs des projets à s'améliorer. Alors, en leur disant, bah, Évidemment. écoutez, vous êtes bien, mais vous n'êtes pas au top. Vous pouvez encore faire, vous pouvez mieux faire. Donc ça, Bien sûr. c'est vraiment intéressant. Et du coup, tu as déjà, toi, les notes officielles de ton côté, j'imagine. Tu as déjà vu deux, trois notes. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été notés et tu as été agréablement surpris? Ou même des fois, tu t'es dit, wow, bah, eux, je leur ai donné une meilleure note et en fait, ils ont une note un peu moins bien. Comment ça se passe? Est-ce que toi qui vois les notes et qui les a vues, comment tu as réagi aux résultats? Alors oui, effectivement, c'est très intéressant parce qu'il y a des projets, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une aussi bonne note. Ok. Et effectivement, il y a d'autres très gros projets qui sont beaucoup moins bien notés. Et alors, pour être honnête, au début, quand on a vu les notes la première fois, on a pris un peu peur en disant, wow, ça me paraît fou que ce projet soit si bien noté. Et en réalité, en allant vérifier chaque métrique et la raison pour laquelle ce projet est si bien noté, bah, tout s'est expliqué et tout s'est très bien expliqué. Et pour le coup, on a des advisors à qui on a parlé, à qui on a justifié ces notes pour voir si justement la justification était bonne. On a travaillé avec pas mal de monde là-dessus. Et donc, si tu veux, c'est toute la beauté de cette agence de notation, ben, c'est de dire, ben, on arrive à montrer des choses qu'en tant qu'utilisateur, je ne vais pas dire on ne pourrait pas voir, mais on peut difficilement voir. Et en fait, on se laisse un petit peu hypnotiser par ben, comment dire, le fait que ce projet soit très connu, qu'on en parle beaucoup par les réseaux sociaux, par ce qui se dit. Donc, on se fait un petit peu polluer par toutes ces informations. On ne sait pas vraiment comment les traiter. On pense que ce projet, il est topissime ou ce projet, il est complètement à la ramasse. Et en fait, pas du tout. Quand on va chercher leur data, quand on va en profondeur dans l'analyse de ces projets, ben, on réalise qu'il y en a certains qui mériteraient d'être beaucoup plus haut placés et d'autres ben, qui n'ont pas du tout leur place dans le top 5 ou dans le top 10. Et voilà pourquoi, parce qu'il y a des vrais problèmes dessus. C'est fou. Et donc, du coup, comme bah, toi, on voit que tu connais pas les notes à l'avance avant que l'algorithme les sorte. Donc là, on voit encore une fois que tu peux pas prédire et que tu n'as aucune main là-dessus. Enfin, si, tu as la main sur tout, mais on va dire pas sur les résultats. Et du coup, ça va aussi un peu influencer le marché. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens, il y a peut-être des cryptos qui actuellement sont pas forcément bien en termes de volume, de quantité d'argent dans lequel il y a des investisseurs qui ont investi et qui, grâce à la notation, vont pouvoir remonter. Et puis, il y a des projets qui vont peut-être tout simplement, avec un système de notation, légèrement redescendre parce que tout simplement, ils sont pas à jour. Et donc, du coup, ça peut aussi influencer le marché et de manière positive. Alors, potentiellement, oui, potentiellement, oui. Après, encore une fois, le fait qu'un token soit bien noté ne veut pas dire qu'il va monter, et le fait qu'il soit mal noté ne veut pas dire qu'il va baisser. Je vais donner un exemple. On a vu le Bitcoin perdre parfois 20 ou 30%. D'ailleurs, même allez, ces derniers jours, on a vu tout le marché baisser suite à l'attaque iranienne sur Israël. On a vu tout le marché baisser, on a vu le Bitcoin perdre entre 15 et 20%. Il n'a pas perdu son triple A pour autant. Ouais, Les totalement. fondamentaux sont toujours bons derrière. Tout ce qui existait la veille de l'attaque ben, tenait toujours la route le lendemain de l'attaque. Donc en fait,
le fait d'être un triple A ne veut pas dire que ça va monter et le fait d'être un projet spéculatif ne veut pas dire que ça va baisser. Là où ça risque de faire bouger effectivement la market cap de certains projets, c'est si les investisseurs se rendent compte que oui, tel projet qui est, disons, 50e dans la liste des market cap est en fait un double A ou un triple A. Moi, je suis un investisseur conservateur et j'ai dans mon portefeuille pas mal de projets qui sont notés B, double B ou spéculatifs. Je vais me débarrasser de cela et effectivement, je vais me pencher un petit peu plus sur les projets plus investment grade, A et plus. Donc, Et il va y avoir une... peut-être un rebalancing d'investisseurs et de portefeuille en disant, voilà, je veux un portefeuille qui me ressemble un peu plus, donc je vais me diriger un petit peu plus vers l'investment grade. Et après, je pense que ça va aussi dépendre du marché. Totalement. Si ça se passe comme dans la finance traditionnelle, en tout cas, quand les marchés sont haussiers, on a tendance à se diriger un peu plus vers le spéculatif. Et quand les marchés deviennent un peu plus baissiers, là, on a tendance à lâcher le spéculatif et à se diriger un petit peu plus vers les investment grade, là où il y a plus de fondamental. C'est très important de le préciser. C'est très important de préciser. La première chose, c'est que c'est pas parce que c'est un triple A qu'il n'y aura pas forcément de volatilité. Donc ça, c'est quand même super important. Ça, je pense qu'il faut vraiment le préciser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas parce que c'est un triple A ou que c'est un triple B que le produit n'est pas intéressant. C'est juste que voilà, il y a des choses qui ne correspondent pas à 100% au système de notation. Et donc, du coup, c'est aussi le fait que le projet soit triple A, pour peut-être du long terme, et encore une fois, c'est pas du tout du conseil en investissement, mais peut-être qu'un triple A sur du long terme, c'est peut-être mieux parce que c'est moins volatile, peut-être que les fondamentaux derrière sont plus puissants, parce qu'effectivement, il y a un algorithme qui a analysé beaucoup plus de choses que l'humain peut le faire. Et encore une fois, dans l'analyse, il y a toute la partie, on sait, pour les personnes qui font du trading, il y a toute la version risque, il y a tout le stress, il y a plein de choses, vraiment toute la partie mindset derrière qui peut faire des erreurs, notamment sur du trading ou sur de l'investissement. Et là, du coup, avec lui, l'algo, lui, il ne stresse pas. Lui, il n'a pas toute cette partie mentale derrière qui peut parfois être une erreur. Et ça, c'est quand même super, super impressionnant. Donc, effectivement, donc là, encore une fois, vraiment, le triple A ne va pas faire qu'il n'y aura pas de volatilité, mais le triple A montre que le projet répond à beaucoup, beaucoup plus de critères que certains autres. Au niveau des Des notes, fondamentaux. ouais, exactement. Au niveau des notes, il y a combien de notes au total? Alors, on va du triple A au junk, donc triple A, double A, A, triple B, double B, B. Il y a spéculatif, super spéculatif et junk. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine à peu près? Ça fait 3, 6, ouais, c'est ça, une dizaine. Oh, impressionnant. Ouais, donc on voit quand C'est même, ça. bon, ça fait en gros, soit tu as 0, soit tu as 10 sur 10 en gros. Hein. Ça va Ouais, se voilà, c'est ressembler ça. En gros, c'est un peu quelque chose comme un comme ça. Ouais. système scolaire. Ah, c'est Voilà, c'est super. un peu ça. C'est très intéressant. Et au niveau du marché, toi qui es du coup dedans, est-ce que, et à la fois sur la partie finance et maintenant sur la partie crypto et analyse, est-ce que tu vois des perspectives d'évolution, notamment sur ce marché crypto, et notamment grâce à des systèmes d'analyse? Est-ce que tu vois que le marché pourrait évoluer d'une certaine manière différente? Est-ce que maintenant les investisseurs vont de plus en plus utiliser les systèmes de notation, ce que je vous souhaite et ce que je pense? Est-ce que tu vois justement des perspectives d'évolution qui sont en train d'arriver avec des nouveaux outils et des nouveaux utilisateurs? Alors oui, pour le coup, dans la crypto, peut-être dans la finance traditionnelle aussi, j'y suis plus, mais en tout cas dans la crypto, je vois que la data est de plus en plus utilisée pour les décisions d'investissement. Alors, on a la data on-chain qu'on n'avait pas dans la finance traditionnelle. On a la data on-chain qui est très utilisée. Le fait que la blockchain soit transparente et qu'on puisse analyser toutes les transactions dessus donne beaucoup d'informations et permet une nouvelle analyse financière en réalité Je comprends. qu'on n'avait pas, dans le monde des actions et des obligations. Donc ça, c'est une première chose. Il y a effectivement l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est en train de changer un petit peu le secteur, ou en tout cas qui amène de nouvelles opportunités. Et puis maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est d'institutionnaliser un petit peu plus ce marché et de le rendre de plus en plus légitime, et en l'occurrence avec cette agence de notation qu'on amène. Ouais.
Je vois bien un petit peu la direction et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est très, très bien pensé derrière et au niveau du système de notation, je reviens sur cette partie-là, parce que c'est vraiment le cœur de l'activité. Au niveau du système de notation, on sait qu'il va sûrement avoir des impacts sur l'industrie, mais pour l'instant, c'est pour beaucoup, enfin, c'est pour une centaine de market cap. Donc on a dit à partir de 500 millions. Est-ce que dans le futur, vous allez peut-être baisser légèrement, peut-être à 400 millions, 300 millions, pour avoir de plus en plus de produits, ou votre objectif, c'est de dire, non, on ne fait pas de la quantité, par contre, on fait de la qualité? Alors oui, c'est ça. On veut pas forcément faire de la quantité, on veut faire de la qualité. Maintenant, on se ferme pas la porte à baisser un peu la Le limite côté. si besoin. Mais on considère, le but ici, c'est de noter des cryptos qu'on considère légitimes dans un portefeuille d'investissement. Et on considère qu'à partir de 500 millions de dollars de market cap, euh, la crypto devient ce que nous, on appelle légitime. Ça ne veut pas dire qu'elle a des très bons fondamentaux derrière, mais ça veut dire que si elle est arrivée jusque-là, c'est qu'elle a au moins une très grosse communauté, c'est qu'elle est au moins regardée par beaucoup de personnes, et donc elle mérite d'être notée. Il y a pour être honnête, il y a plein de meme coins qui n'ont aucun fondamentaux et qui sont Bien sûr. notés. Mais le fait d'avoir touché ces 500 millions de dollars de market cap, ça prouve qu'il y a quand même une très grosse communauté derrière qui en détient et donc qui mérite d'être noté. Après, encore une fois, on ne se ferme pas la porte à baisser un petit peu la limite si besoin. Par contre, là où on ferme la porte, c'est de descendre sur des projets à quelques millions de dollars de market cap, des Ouais, projets voilà, qui vraiment sont un peu moins meme intéressants. coin, voilà. D'accord. Donc Euh, on reste dans le haut du panier. Ouais, totalement. Non, puis au moins, ça permet d'avoir aussi un tri sélectif par rapport au volume et par rapport à la communauté. Effectivement, si c'est pour faire des plus petits produits, mais que tu n'as pas de communauté derrière ou qu'il n'y a personne qui a un intérêt sur ce produit-là, bah, quelque part, ça sert à rien de le faire. Donc, autant le faire avec des gros produits, ça va intéresser beaucoup plus de Exactement. gens. Est-ce Et il y que, a autre chose de est-ce que très là, important, excuse-moi, ouais, c'est bien sûr. avec ces grosses cryptos, pour le coup, on a pas mal de data. Avec des Ah oui. très petites cryptos, on a beaucoup moins de data, donc en fait, la notation serait beaucoup moins légitime et on veut pas du tout aller sur ce terrain-là. Ouais, où les datas peuvent être un peu trafiquées parce que du coup, les datas sont peut-être données que par les sociétés elles-mêmes, Exactement. porteurs de projets. Et donc, du coup, si tu analyses que des documents qui sont publics mais donnés par une seule personne, une seule source, bah, du coup, ça ne marche pas. Là, l'avantage, c'est que tu as plusieurs sources parce que c'est des gros projets et du coup, ça te permet d'avoir vraiment une vision globale. Est-ce qu'il va Exactement. y avoir un impact avec la partie régulation? Est-ce que les agences de notation dans le futur, ça va être régulé? Est-ce que déjà là, il faut être régulé? Parce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, je pense, il n'y a vraiment pas besoin de régulation. Et est-ce que, bah, justement, les agences les agences comme l'AMF ou ce genre de société commencent à vous tourner autour ou même ont directement un besoin réel et vous allez pouvoir le combler? Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin d'être régulé. On n'a pas besoin d'être régulé parce qu'on ne fait aucun conseil en investissement, C'est parce clair. que on ne détient pas de crypto, on ne vend pas de crypto, on ne fait pas de custody. Donc, pas besoin d'être noté. On est vraiment une source d'information. Fournisseur de Pas besoin. technologie. Voilà, exactement. Donc, pas besoin d'être régulé. À l'avenir, on est très content de parler avec les régulateurs. On vient s'imposer comme standard de risque. Donc, forcément, on a envie d'être régulé. On a envie de parler aux régulateurs et on a envie comment dire, de comply avec les régulations qui sont en place. Et en l'occurrence, en France, donc on est une société française. En France, on a une régulation qui est déjà en place, la régulation PSAN, avec l'AMF, et on serait très content de commencer à leur parler et voir comment on peut aider à encore améliorer la régulation sur cet univers Web3. Il y a Bika qui va rentrer, qui va rentrer bientôt En vigueur. en action. Ouais. Donc voilà, donc pas besoin de régulation, mais très content de parler aux régulateurs et très content de suivre toutes les règles.
Ouais, totalement. Bah, je pense que c'est important, mais effectivement, quand on est fournisseur de technologie, on n'a pas besoin de se réguler. On apporte juste une couche technologique supplémentaire. Il y a rien de spéculatif. Hein, c'est complètement. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de ton business model, là où vous allez gagner entre guillemets votre vie, c'est avec les abonnements et c'est avec les systèmes derrière. C'est pas parce qu'il y a Bitcoin qui vont vous envoyer de l'argent, c'est pas parce que vous allez vendre des cryptos. Donc, enfin, vraiment, le business model est ultra clair par rapport à ça. Euh, Exactement. Depuis que tu as cofondé vraiment Aria, Jonathan, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as appris? Parce qu'on sait que quand on fonde une entreprise, bah, on apprend toujours plein de choses. Je ne sais pas si c'était d'ailleurs ta première société ou si tu en avais fait d'autres avant. Et vraiment, quelles sont les principales pardon, choses que tu as appris durant cette période? Est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu mets en avant et tu dis, bah, ça, je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais par contre, ouais, très content d'avoir appris. Alors, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis passé de 15 ans de trading derrière mes écrans à tout d'un coup fonder une société. Et puis là, ben, en fait, tu réalises que tu dois tout savoir, quoi. Tu dois savoir, tu dois connaître le marketing, tu dois connaître les RH, tu dois connaître la tech, tu dois connaître. Enfin, c'est complètement dingue. Et franchement, c'est une expérience que j'adore. Euh, ouais, j'ai énormément appris en un an d'entrepreneuriat. Trop bien. Euh, j'ai j'ai envie de te dire ce que j'aime le plus, et ça, c'est propre à la crypto, c'est le contact avec la communauté. Ah Euh, oui, et ah ouais, c'est le contact avec la communauté. Je trouve que la communauté Web3, la communauté crypto, est une communauté extrêmement ouverte, extrêmement accueillante. J'ai rencontré énormément de personnes super intéressantes, euh, toujours prêtes à t'aider, à te donner des conseils, à te présenter d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que c'est c'est vraiment vrai. un des points que j'aime le plus en tant qu'entrepreneur Web3. Il C'est faut mettre en vraiment avant, tu as cet raison. accueil, ouais, ouais. C'est vraiment cet accueil de la communauté crypto. Ah ouais, Euh, non, c'est vrai que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est vrai que l'écosystème Web3, surtout francophone, bah, ça reste encore un petit écosystème, tout le monde se connaît, tout le monde se donne les contacts. L'idée, c'est voilà, vraiment de faire grandir cet écosystème ensemble, parce que si chacun fait de son côté, bah, on ne grandit pas. À plusieurs, voilà, on grandit, il y a de plus en plus, et je pense que c'est même un secteur d'activité qui doit avoir le plus d'événements à l'heure actuelle, enfin, ou peut-être un des secteurs d'activité qui a le plus d'événements. Du coup, tout le monde se rejoint sur des événements, ça parle, ça fait grandir le réseau, ça réseaute. Et je pense que c'est vraiment la force, effectivement, du Web3, c'est la communauté. Ouais, tu as totalement raison Ouais, là-dessus. ouais, il y a une bienveillance dans cette communauté qui est Mm. incroyable. Et en tant qu'entrepreneur, pour le coup, alors voilà, encore une fois, c'est la première fois que je monte une startup. C'est pas forcément tous les jours facile. On sait pas forcément tout faire au début. Et pour le coup, il y a une bienveillance dans cette communauté qui fait que bah, ça aide beaucoup. Ouais, c'est clair. Et je trouve ça génial. En termes de vision, si on se projette un petit peu avec Ariad d'ici aller 5 ans, est-ce que, alors je sais que c'est encore loin 5 ans parce que la société n'a pas encore fait sa première bougie, mais si on se projette à 5 ans, sans partir sur une partie confidentielle, hein, bien sûr, comment tu vois Aria, qu'est-ce que tu souhaites Aria d'ici 5 ans sur la partie peut-être, alors on a bien compris qu'il pourrait peut-être avoir encore sur une partie régulation, sur le fait peut-être d'avoir un petit peu plus de crypto, sûrement des utilisateurs. Qu'est-ce que tu souhaites? Quelle est ta vision et ta projection sur Aria dans 5 ans? Alors, on s'est projeté à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Et je pense que Ah ouais? c'est un besoin quand tu es entrepreneur, c'est d'arriver à te projeter, à te visualiser, à visualiser ton projet dans le futur. On s'est projeté et c'est vrai qu'on a une vision euh, de devenir, si tu veux, la plateforme de référence pour l'investissement crypto. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais à 5 ans, c'est qu'un investisseur crypto, la première chose qu'il fasse le matin quand il arrive devant ses écrans, c'est qu'il Il ouvre connecte Aria. son ARIA, voilà, qu'il connecte ARIA. De la même manière que, pour être honnête, moi, dans la finance traditionnelle, j'arrivais en salle de marché, je m'asseyais sur ma chaise, la première chose que je faisais, j'allumais mon Bloomberg. Bon, bah, Mm. c'est un petit peu le même principe, si tu veux. Euh, donc ça c'est la vision de Aria. C'est là où je voudrais qu'on soit dans 5 ans. Pour arriver là-bas dans 5 ans, en réalité, nous, on a créé quelque chose aujourd'hui. Et en fait, qu'on va, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter de la valeur à nos utilisateurs.
Ouais, totalement. Donc là, les 4 prochaines années, on va dire, ça va être un ping-pong entre nos utilisateurs et nous pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dans cette plateforme, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on rajoute, que nous, on le développe pour eux et qu'on puisse leur apporter une plateforme sur mesure. Et en réalité, c'est un petit peu la philosophie de Aria, c'est de dire on travaille pour nos utilisateurs, pour leur apporter de la valeur. Donc maintenant, ce qui va être très important, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir continuer à développer cette plateforme pour leur apporter exactement ce qu'ils veulent et pour pouvoir faire en sorte que dans les 3 à 5 prochaines années, eh ben, le matin, devant leurs écrans, la première chose qu'ils font, ils allument leur plateforme Aria. Bah, Et ça, c'est une ça risque première d'arriver assez chose. vite. Ok. Pardon? Je dis ça risque d'arriver assez vite. On va pas se mentir. Ben, Je pense que ça j'espère, va. j'espère vraiment. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai une vraie croyance en cet écosystème de la crypto-finance, et en l'occurrence avec la tokenisation. Je sais que tu en parles beaucoup dans ton podcast. Mhm. C'est un très gros sujet et j'ai cette vision où on va commencer à tokeniser un petit peu tous les pans de la finance et la génération de demain ben, achètera ses actions tokenisées, son immobilier tokenisé, son private equity tokenisé, tout sera tokenisé. Donc en fait, tout se fera, ou en tout cas une très grosse partie, se fera du monde des assets digitaux. Ouais, c'est clair. Et en fait, ce que je voudrais, et c'est aussi notre vision, c'est de faire de Aria, encore une fois, le pilier de la crypto-finance digitale. Ah, Et trop de bien. dire, je me repose sur Aria comme standard de risque, je me repose sur Aria comme fournisseur d'informations et pour plein de produits dont je vais avoir besoin, bah, aujourd'hui sur de la crypto-monnaie, mais demain, pourquoi pas sur d'autres produits. Ce qui voudrait dire que si demain je viens vous voir et je tokenise une société à 1 milliard, à ce moment-là, du coup, ça pourrait être dans le futur, parce qu'on dépasse les 500 millions, ça pourrait être avec une notation derrière. Potentiellement, on parle Ça vraiment n'est pas dans. aujourd'hui, c'est ça, ça n'est pas aujourd'hui, mais effectivement, on a vocation à devenir l'institution financière de demain. Waouh. Et pourquoi pas dans quelques années ben, interagir sur d'autres sous-jacents que les crypto-monnaies. Oh, super belle vision. Bah, je Mais pense que ça permet aux gens vraiment aussi de se projeter et de voir effectivement que, bah, il y a une vision derrière et qu'il y a une évolution qui va arriver, et qu'en plus, tu écoutes les clients. Ça, c'est quand même super important. Donc ce que tu ouais, disais toi justement, on vous écoute, dites-nous ce qui va pas, on l'améliore, on a un service client qui est là, enfin voilà, dites-nous ce que vous voudriez en plus, en moins, enfin voilà. Et l'idée, c'est de aussi développer un petit peu avec la communauté, comme tu le disais, en partie avec la communauté en tout cas. Et exactement. ouais, c'est très, très intéressant. On voit vraiment la vision qu'il y a derrière. Actuellement, Aria, c'est disponible en plusieurs langues. Alors, pour l'instant, c'est que en anglais Trop bien. et on va très vite traduire la plateforme dans plusieurs langues. Oui, c'est prévu, Ouais, génial. mais Ouais, très effectivement. rapidement. À commencer par le français pour le coup. Ouais, parce que tu sais que la communauté française, c'est pas celle qui parle le plus anglais. C'est en général plutôt aussi une douleur. Donc effectivement, si tu l'as dans plusieurs langues, ça va les intéresser. Quelle est ta première cible, justement? Est-ce que tu as un pays? Est-ce que tu cherches vraiment beaucoup les anglophones dans un premier temps, beaucoup les francophones? Est-ce que ton focus, il est, bah, comme vous êtes basé en France, à Paris, est-ce que ton focus, il est justement sur la France? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Alors, on est une plateforme globale pour le coup. Donc, on reste une société française, mais on est une plateforme globale, donc on s'adresse au monde entier. Après, ben, faut y aller step by step. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on a envie de commencer à mettre un peu plus l'accent sur la France. Ok. Pour le coup, il y a une super communauté crypto en France qu'on a envie d'intégrer. Euh, et il y a énormément d'utilisateurs, de détenteurs crypto en France. Il y a un rapport qui est sorti il y a peu de temps de la DAN et KPMG qui dit qu'il y a 12% de détenteurs crypto en France. Donc ça représente quand même, je pense, autour de 8 millions de personnes. Donc il y a un vrai marché ici, il y a un vrai marché qu'on veut pénétrer et puis surtout qu'on veut intégrer. Même Ouais. nous en tant que personne, enfin même nous en tant que cofondateur, on est français, on parle la langue, on adore cette communauté crypto française.
Donc, il y a effectivement, au départ, un accent qui va être mis sur la France. On voit en tout cas que c'est super bien pensé. Et j'ai une petite question qui est légèrement en dehors de Aria, mais qui est sur l'écosystème Web3 en général. Tu es là depuis 2017, tu nous disais 2016-2017. Oui. Comment tu vois et comment tu as suivi toute cette évolution? Est-ce que tu trouves que, justement, tu disais qu'on avait entre 10 et 10-12% d'utilisateurs de gens qui ont des cryptos, donc qui commencent à comprendre un peu la blockchain, etc. On sait que la partie tech, elle est encore peut-être un peu trop présente, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont du mal à s'y mettre. Ça va bientôt changer avec notamment des sociétés comme Maria. On va pouvoir gagner du temps sur les analyses et tout. Comment tu as vu cette évolution? Est-ce que tu trouves qu'elle part dans la bonne direction? On sait que depuis pas longtemps, on a des sociétés comme BlackRock qui commencent à créer des ETF autour du Bitcoin, etc. Est-ce que tu peux nous donner voilà, ta vision par rapport ce développement de l'écosystème Web3? Oui, bien sûr. Écoute, quand je suis rentré dans la crypto en 2017, pour le coup, c'était un monde très tech Ouais. qui, tout d'un coup, avec l'explosion du Bitcoin, s'est dirigé plus vers le monde de la finance. On a vu des vraies opportunités de spéculation dessus. Donc, évidemment, tout le monde de la finance a commencé à s'y intéresser. Et on voit que ce monde évolue. Alors, de plus en plus, au départ, de plus en plus retail, puis de plus en plus institutionnel. Alors, comme tu as dit, effectivement, il y a BlackRock qui vient d'émettre des ETF, mais il y a plein d'autres institutionnels qui travaillent sur cet écosystème et qui le font évoluer. Donc, en fait, on sent que l'écosystème crypto est en train de grandir. Moi, ce qui me dérange encore un tout petit peu, c'est le côté adoption mass market. C'est-à-dire que il y a encore un côté tech qui est trop prépondérant et qui empêche les retail de rentrer vraiment dedans. Comme je disais, c'est franchement pas facile à comprendre. Alors, je parle même pas que du côté description de crypto et ce que font les boîtes crypto, mais même le côté wallet, transfert, DeFi, tout ça. Honnêtement, j'ai envie de dire, pour la ménagère de 40 ans, c'est encore relativement compliqué. Donc, moi, je pense que l'adoption va se faire de deux manières. D'abord, par la simplification de tout ça, de ce côté wallet, transfert d'argent, DeFi, enfin, en tout cas, de cet écosystème, de cet univers. Vraiment, la vulgarisation, la simplification et le fait de pouvoir le rendre, accessible à tout le monde, sans avoir un besoin de connaissances tech. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là où je pense que ça va énormément évoluer, c'est sur le long terme. C'est avec le temps et c'est avec, j'ai envie de dire, le rajeunissement de la classe politique mondiale, l'arrivée des jeunes d'aujourd'hui sur le monde du travail demain. Et pour le coup, c'est une catégorie de personnes qui est déjà relativement familière avec le monde de la crypto, le monde du Web3. Et quand ces jeunes-là vont, allez, je vais dire, prendre le pouvoir des grosses institutions financières ou des grosses institutions politiques, j'ai une vision long terme, hein, mais à Ouais. ce moment-là, il risque d'y avoir une très grosse adoption de la crypto et des marchés digitaux au niveau mondial. Ah, c'est vraiment un sujet. Et c'est un sujet qu'on essaie de traiter beaucoup avec Token Talkers. C'est effectivement le sujet de l'éducation, de la compréhension du marché pour le public, sur le fait que les gens ont de plus en plus de mal, enfin, c'est pas de plus en plus de mal, ils ont de plus en plus d'intérêt, mais ils ont quand même du mal à comprendre cet écosystème. Effectivement, la partie tech est beaucoup trop présente et à tous les âges, hein, même il y a des jeunes qui veulent s'y intéresser et qui sont freinés par cette partie tech. Donc ça va changer. Il y a eu aussi la naissance de la blockchain et de la première blockchain, c'était Bitcoin, vient justement d'une crise. Peut-être qu'une crise par la suite pourrait faire que justement les institutions bancaires standards change un petit peu, le système monétaire change un petit peu et que peut-être aussi il y a une adoption qui soit un peu plus massive sur le secteur Web3, crypto, token, etc. Par la suite, ça peut être une possibilité. Alors, on souhaite bien sûr pas de mal, mais on ne sait pas ce qui peut arriver et ça peut être aussi quelque chose qui accélère un petit peu le mouvement et qui va peut-être forcer les gens à, même si c'est encore tech, à peut-être aussi comprendre
et utilisé. C'est un petit peu comme Internet avant les années 2000. Si on expliquait aux gens dans un premier temps que Internet, c'était un protocole HTTP développé comme ça, qui fonctionne avec tel algorithme ou tel protocole derrière, les gens auraient dit bah ouais, mais c'est trop compliqué, j'ai pas envie d'utiliser Internet. Et puis ça s'est simplifié. Et puis maintenant, bah, tout le monde l'utilise et grâce à ça, on peut communiquer, payer, faire plein de choses. Et je pense que bah, la blockchain, ça va être sûrement ça avec les cryptos aussi par la suite. Exactement. Et puis pour le coup, voilà, comme tu disais, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut évoluer dans le bon sens. Et j'arrive pas vraiment à trouver de raison qui pourrait freiner Faire cette l'inverse. adoption. C'est-à-dire que Ouais. ça y est, on a, les États, ils ont essayé en 2017, 2018 d'interdire, de bloquer, de réguler, mais ouais, limite vraiment de l'interdire. On a compris que ce n'était pas possible. On a compris que maintenant, la meilleure façon de faire, bah, c'était de réguler le marché et d'aller dans le sens de ce marché, parce qu'on n'arrêterait pas le Bitcoin, parce qu'on n'arrêterait pas la crypto, mais parce qu'il y a quand même un besoin de régulation. Donc, en fait, après avoir essayé de l'arrêter et après avoir compris que ce n'était pas possible, ben, je n'arrive pas à trouver ce qui va pouvoir freiner en réalité l'adoption de ce marché. Je ne parle pas de prix, encore une fois, il peut y avoir des crises, d'autres crypto winter, le Bitcoin peut baisser, ou le prix du Bitcoin et des autres cryptos peuvent baisser. Mais sur le côté adoption, je pense que là, on est sur une pente vraiment ascendante. Ouais, c'est difficile de dire que c'est mal parti. C'est vrai que les gens, parce qu'il y en a encore qui sont pessimistes, hein, qui disent non, mais ça va se faire arrêter, ça va se freiner. Bah, Effectivement, ça il y y a est. un faible pourcentage qui peut arriver, mais c'est tellement faible que là, maintenant, je pense qu'il faut juste quand même se faire à l'idée qu'il y a une nouveauté, que cette nouveauté existe et qu'il faut se renseigner, qu'il faut Exactement. s'éduquer, qu'il faut grandir, comprendre, utiliser des bons outils. Aria fait partie des bons outils à utiliser pour justement arriver dans cet écosystème avec les meilleures notions. Et quoi de mieux qu'une agence de notation pour voir quelles sont les meilleures notions et soit dans quoi investir, soit dans quoi travailler, soit voilà, de faire, parce que c'est encore une fois, c'est pas du conseil en investissement, mais faire vraiment des choix qui soient forts et qui soient un peu conseillés par une agence comme la tienne. Exactement, exactement. Et des choix qui vous correspondent et en fait, ne plus jamais investir en disant, ah bah tiens, j'ai investi là-dessus parce que mon pote m'a dit que c'était la folie, ou parce que mon frère m'a dit, ou parce que j'ai lu sur Ouais, Twitter. Non, ça y est, maintenant, avec Aria, on a la possibilité de prendre nos décisions d'investissement et des décisions d'investissement qui nous ressemblent. totalement. Actuellement, avec Aria, donc on a compris que vous étiez en croissance, vous êtes une société naissante, mais en croissance. Vous êtes combien actuellement à travailler chez Aria? Vous êtes les trois cofondateurs ou vous avez aussi d'autres personnes derrière qui vous accompagnent? Alors, on est 3 cofondateurs et on a une équipe de 4 autres personnes avec des profils tech qui nous Wow. accompagnent depuis les premiers jours. Et effectivement, voilà, on est une société naissante. Pour l'instant, on a créé Aria et on a développé Aria en fonds propres et on va démarrer une levée de fonds dans les prochaines semaines Ouais, une fois que la pour la plateforme est suite du développement. online ouais, pour la suite Exactement. du développement, montrer, peut-être continuer à faire grandir l'équipe, et cetera. Ouais, on voit que c'est très, très bien pensé. Bravo à vous. Hem, on arrive gentiment, bah, à la fin du podcast. On a traité énormément de sujets. Je pense qu'on peut encore tenir facilement 2 heures avec toutes les choses qu'on Problème. qu'on a à voir. Mais ouais, sans problème. Hem, Est-ce que donc nous, en général, on laisse un petit mot de la fin, à nos invités. Alors un petit qui peut être grand, il peut durer un quart d'heure comme 2 minutes, c'est vraiment toi qui décides. Et dans ce mot de la fin, ça peut être revenir sur un sujet, ça peut être traiter un sujet qu'on n'a pas encore traité et que tu voulais mettre en avant, ça peut être tout simplement, utiliser un mantra, une phrase que tu aimes bien dire, ça peut être un conseil à la communauté. Vraiment ta carte blanche, ça prend le temps que tu souhaites. Qu'est-ce que tu aimerais, mettre en avant comme mot de la fin? Non, non, mais écoute, on est à la veille du lancement de Aria. J'espère que, comme tu dis, ben, on va répondre à un besoin qui est, j'espère, flagrant. Tellement. J'espère qu'on va avoir mis dans la plateforme tout ce que les utilisateurs attendaient, justement, pour le côté investissement. Euh, maintenant, ben, maintenant qu'on va lancer la plateforme, j'ai envie de dire, c'est maintenant que ça commence pour nous. C'est maintenant que ça commence et j'espère que les utilisateurs vont pouvoir nous donner leur retour, qu'on va pouvoir continuer à développer
ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Je suis très content de continuer à interagir avec la communauté crypto. On est ouvert à toute forme de partenariat pour améliorer la plateforme, pour améliorer la méthodologie de rating. Enfin, voilà, on est franchement très ouvert pour continuer à interagir avec la communauté crypto, francophone et mondiale. Et voilà, écoute, je suis impatient d'appuyer sur le bouton, de lancer la plateforme et voir comment ça va comment ça va se dérouler maintenant. Bah, moi aussi, moi aussi, je vais pas te mentir. Je suis impatient, je pense que les gens qui nous écoutent, s'ils n'ont pas téléchargé l'application ou utilisé l'application pendant le podcast, je serais très étonné, mais ça donne vraiment, vraiment envie. On voit la projection qu'il y a derrière, on voit que c'est vraiment bien pensé et que ça correspond vraiment à un net besoin du marché. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment un net besoin. Et toutes les personnes qui écoutent le podcast, vraiment, c'est tellement important de pouvoir vous faire accompagner d'outils qui vous permettent de vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'argent, potentiellement éviter de prendre des risques, etc. etc. Enfin, vraiment, il n'y a que des points positifs. Donc, force à Aria, vraiment. Est-ce que Aria, des fois, ça fait penser aussi à un nom? Alors, on sait que derrière, ça veut dire vraiment un nom, donc Algorithmic Renting Investment Analyst, mais est-ce qu'il y a un double sens, un peu comme la fusée Ariane ou ce genre de choses, un truc qui décolle, ou c'était pas forcément voulu à la base? Alors, non, je vais te décevoir, mais non. Non, on est vraiment, voilà, Algorithmic Ratings and Investment Analysis. Ok. Bon, en tout cas, ça fait Ça, penser ça... quand même à une fusée. Donc, bah, tant Bon, mieux, bah, ça fait j'espère que double pas sens. aussi loin. En tout cas, vraiment, bravo encore, Jonathan, pour ce que tu fais. Bravo ce que tu fais avec tes Merci, Jean. cofondateurs. J'invite tout le monde à aller voir ce qu'ils font. On met le lien en commentaire. Il y a le lien là en bas dans la description. On va mettre tous les liens en description du podcast. Allez vraiment voir ce que fait Jonathan, ce qu'il fait avec ses cofondateurs. Et franchement, quoi de mieux que tester, utiliser. Vous avez la possibilité d'avoir un abonnement qui est gratuit, c'est quand même formidable. Et au moins de tester et puis de vous rendre compte par vous-même de la force et la qualité du produit, du travail qui a été derrière. Et n'oubliez pas que c'est un produit qui vient de se lancer. Imaginez la force et la qualité qu'il y a maintenant alors qu'il est récent. Il est à, peut-être au moment où vous écoutez le podcast, soit il vient de naître, soit il a quelques jours, voire quelques mois. Imaginez ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 5 ans. On en a parlé avec Jonathan. C'est une grosse, grosse vision derrière. Donc vraiment, je vous invite tous à aller télécharger l'application et d'utiliser vraiment Aria. C'est très, très important. Merci Jonathan, encore une fois. Bravo encore Jean, pour tout ce merci que tu beaucoup. fais. C'était vraiment un Merci à plaisir toi. de te recevoir. Et encore une fois, force à Aria pour le futur. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être ici. À bientôt. Au revoir à tout le monde.